Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Si aujourd'hui, plus personne ne peut se passer d'un ordinateur, il fut une époque où cette technologie était réservée qu'à une partie de la population et laissait le grand public réfractaire. Des séries TV, au début des années 80, ont tenté d'intéresser le public à ces machines d'époque, comme par exemple Les Petits Génies, alias The WizKids, et dont nous allons vous parler aujourd'hui dans notre émission numéro 27 qui lui est dédiée. C'est en 1983 que sort le film War Games de John Badham, qui 3 ans plus tard fera Short Circuit, et qui met en vedette le jeune Matthew Broderick. Grâce à ce film, le grand public découvre l'informatique et surtout les pirates informatiques qui sont alors en pleine effervescence et en plein essor. Pour la remise dans le contexte, quelques mois plus tard, en 1984, Apple sortira le Macintosh qui marquera une évolution majeure dans les ordinateurs grand public. Le film de John Badham va lancer une mode de l'informatique sur grand écran avec par exemple l'année suivante le film Electric Dreams en 1984 et sur le petit écran avec la série Automan au hasard. Mais justement, 2 mois avant Automan, en octobre 1983, une autre série sur l'informatique sort et qui elle aussi est inspirée du film War Games. Il s'agit de WizKids, traduite chez nous par Les Petits Génies. Ce sont Philippe de Geer et Bob Shane qui vont proposer l'idée aux chaînes. Philippe de Geer est très connu comme scénariste sur de nombreuses séries TV comme Super Jamie, Baretta, Les Têtes Brûlées ou encore la série Jag. Il est également le créateur de la série Simon et Simon. Et c'est aussi lui qui a écrit le scénario et réalisé le téléfilm de Doctor Strange de 1978. Quant à Bob Shane, c'est lui aussi un scénariste qui a officié sur des séries telles que K2000, Frank Chasseur de Fauves ou encore Enquête à Palm Springs, ou encore sur le téléfilm Le Retour de Sherlock Holmes de 1987. A noter également qu'il réalisa un scénario pour la série de Buck Rogers qui ne fut jamais tournée et dont un livre fut tiré. D'ailleurs, la conception du projet original est assez floue. En effet, Philippe de Geer proclamera en 1983 dans des interviews qu'il en est l'auteur après qu'il se soit aperçu que l'ordinateur prenait de plus en plus d'importance dans son travail et que Times Magazine ait consacré l'homme de l'année 1982 à l'ordinateur PC. Il raconte aussi que le projet n'est pas inspiré du film War Games, car d'après lui, son idée date de 1981 et que c'est la fameuse nomination de Time Magazine qui l'a poussé à croire que la nouvelle technologie pourrait être un sujet intéressant pour une série. Néanmoins, sur un podcast en 2020, Bob Shane apportera quelques précisions. En disant que le concept original provient de son idée The Hardy Boys Done Right, The Hardy Boys étant une série de romans policiers pour les jeunes, un peu comme le Club des 5, est connue en France sous le titre Les Frères Hardy, apparu chez nous en 1959 jusqu'à 2008 et édité par la librairie Charpentier. On comprend mieux le côté très Club des 5 de la série. Shane raconte alors qu'il s'agissait d'une de leurs aventures avec des aspects informatiques à l'intérieur et qu'il l'a présentée à Universal Television à la fin de l'année 1982. Ce serait Philippe de Geer qui aurait spécifiquement axé la série sur les éléments informatiques et qui a trouvé le titre de la série. Au départ, la série devait être achetée par les chaînes ABC et NBC pour justement rivaliser avec les programmes de 60 minutes de chez CBS destinés à la jeunesse. Le feu vert est donné par ces chaînes pour écrire un script et commencer à développer un pilote avant même qu'il ne soit question de le diffuser sur l'un des 2 networks. Mais une énorme surprise tombe en janvier 1983. CBS, qui a eu vent du projet, le rachète et finance un épisode pilote avec un budget de $2 millions à Philippe de Geer et Bob Shane. Ceux-ci travaillent alors d'arrache-pied et le livrent 3 mois plus tard en mai 1983. CBS est alors impressionné et donne son aval pour une série dès le début du mois de mai. De Geer et Shane projettent alors spécifiquement leurs personnages sur des adolescents au lycée qu'il serait amusant de voir grandir. Si le show fonctionne, nous enchaînerions ensuite sur leurs aventures à l'université. La production de la série démarre et Philippe de Geer embauche des conseillers techniques et un analyste informatique pour les éléments informatiques du show. De Geer veut être assez rigoureux dans la technologie de pointe qui sera montrée dans la série et il dira qu'il voulait être techniquement précis sans être ennuyeux. Néanmoins, The WizKids sera un futur proche, 1 ou 2 ans avant le développement réel des ordinateurs. L'histoire est essentiellement basée sur l'humain, avec toutes les précautions prises pour ne pas que l'ordinateur fasse des choses qui lui sont impossibles à faire dans la réalité.
et qui nuirait à l'intégrité de l'histoire. Le casting pour les acteurs commence et comme il faut des adolescents, c'est donc vers des jeunes acteurs que l'on va se tourner. Pour le rôle principal de Richie Adler, c'est Matthew Laborto, que l'on connaît tous pour son rôle d'Albert Ingalls, le fils de Charles Ingalls dans la série La petite maison dans la prairie, qui est retenu. Justement, il a déjà une belle petite carrière pour son âge lorsqu'il est recruté pour WizKid. Il démarre en 1974 dans le film Une femme sous influence, mettant en vedette Peter Falk et Gena Rowland. Il fait l'un des enfants du couple. Il enchaîne des petits rôles jusqu'en 1976 où il intègre La petite maison dans la prairie. Peu de temps après, il joue en même temps dans la série Mary Hartman en 1977. La même année, il enquille avec la série La Main Rouge, puis de nouveau fait des petits rôles dans La croisière s'amuse au hasard ou autre série jusqu'en 1983, où il joue dans Les petits génies justement. Il fera encore quelques petits rôles dans des séries jusqu'au milieu des années 90, puis tournera sa carrière vers le doublage, notamment de jeux vidéo et autres dessins animés. C'est Todd Porter qui incarne Hamilton Parker, l'un des amis de la petite bande à Richie. L'acteur n'a eu que quelques petits rôles, et suite à l'annulation de la série des petits génies, il est retourné dans sa ville natale où il sauva la vie d'une jeune écolière en utilisant ses compétences médicales qu'il venait d'acquérir, et travaillerait justement désormais dans un service aux urgences médicales. Jeffrey Jacket, lui, interprète Jeremy Saldino. Lui aussi n'a pas eu de grande carrière télévisuelle. On a pu le voir par exemple dans la série Mork et Mindy et dans d'autres petits rôles. Après Les petits génies, nous le verrons une dernière fois à l'écran en 1987 dans la série Our House. Il serait aujourd'hui avocat à Los Angeles. Andrea Elson joue Alice Tyler, l'élément féminin du petit groupe. Vous la connaissez sans doute à travers son rôle de Lynn Tanner dans la série Alf de 1986 à 1990. Andrea Elson a commencé sa carrière par une publicité et les petits rôles à la télévision ont très vite succédé. Nous pourrons ainsi la voir dans Parker Lewis ne perd jamais, Madame est servie ou encore Dingue de toi. Sa carrière à la télévision s'arrête en 1997. Elle vivrait depuis l'an 2000 à Los Angeles et aurait une émission sur le développement personnel. Il est amusant de voir que dans Les petits génies, elle joue du violoncelle comme le personnage de Madeline dans le film Electric Dreams qui sortira l'année suivante. Melanie Gaffin incarne la petite sœur casse-pied de Richie. Elle débute dans le film The Gift of Life et joue la même année dans L'Emprise qui met en vedette Barbara Hershey. Après un ou deux petits rôles, elle intègre la série Les petits génies, puis on pourra la revoir dans Clair de lune, Quoi de neuf docteur, Loin de ce monde et finira sa carrière à la télévision en 1988 avec un rôle dans la série Les années coup de cœur. Même si Richie côtoie des jeunes de son âge, il est aussi ami avec deux adultes, enfin surtout un, en la personne du journaliste Farley, interprété par Max Gale, acteur très connu que l'on a vu dans de nombreuses séries comme Au hasard, Barney Miller, Des jours et des vies ou encore Hôpital Central. L'acteur est toujours vivant et a aujourd'hui 78 ans. Il fut marié avec Nan Harris dans les années 90 avant de se séparer d'avec elle. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Il est désormais en couple avec Chris Cole depuis 2007. Le second étant le lieutenant Quinn, joué par le beau A. Martinez, hyper connu bien évidemment en France pour son rôle de Cruz Castillo dans la série Santa Barbara. Adolphe Larue Martinez III de son véritable nom, aura lui aussi une excellente carrière télévisuelle en apparaissant dans Des jours et des vies, Langmayer, Amour, gloire et beauté, Hôpital Central et bien d'autres séries à succès. L'acteur a aujourd'hui 73 ans et tourne toujours. Il a déjà un projet en cours pour 2022. Il fut marié avec Mare Winningham jusqu'en 1982 avant de divorcer et de se remarier avec Lacey Bryant, avec qui il est toujours et avec laquelle il a eu 3 enfants. Enfin, c'est Madeleine Kane qui incarne la mère de Richie, Irène, mais aura une très courte carrière télévisuelle elle aussi. Elle apparaîtra dans quelques séries comme L'homme qui valait 3 milliards, Hooker et Simon. Elle tourne encore de temps à autre actuellement. Pour les réalisateurs, la série accueillera quelques grands noms comme par exemple Corey Allen qui a travaillé sur des séries comme Matthew Star, Star Trek Deep Space Nine ou encore Next Generation, Rick Hunter, Dallas et d'autres tout aussi connus. Ou encore Bernard L. Kowalski qui a officié lui par exemple sur des séries telles que La loi et la loi, Magnum, K2000 et Barretta. Pour l'écriture des scénarios, outre Philippe de Geer et Bob Shane, nous aurons des noms comme James Crocker, qui a travaillé sur des séries comme La 5e dimension, 7 jours pour agir, etc. Il y a aussi Tom Sawyer, ce dernier étant très connu pour avoir écrit des scénarios et produit des épisodes de la série Arabesque.
Il a aussi toute une kyrielle de séries à son actif comme L'Homme au Katana, Franck Chasseur de Fauves ou bien Les Deux font la paire. Enfin, pour les musiques de la série, le compositeur principal sera Paul Chiara, qui a travaillé sur Manimal ou encore Espion modèle. C'est lui qui fera une adaptation du concerto de Mozart pour piano numéro 21 pour le générique de la série, et qui utilisera également d'autres titres de musique classique dans les autres thèmes de celle-ci. Il sera accompagné par 3 autres compositeurs qui viendront en renfort le temps de 2 ou 3 épisodes et qui sont Jack Whitford, Yad Underwood et David Bell. Malheureusement, il n'y a aucun CD d'édité avec la bande originale de la série. Le pilote est donc produit et tourné en quelques mois, et en juin 1983, celui-ci est projeté une première fois aux critiques, aux directeurs de stations de diffusion et aux sponsors pendant une conférence de presse à Phoenix en Arizona. Celui-ci génère des critiques, et entre autres le fait que Richie, avec Ralph, son ordinateur, obtient des informations de manière illégale en piratant d'autres ordinateurs. Les dirigeants de CBS ont alors plusieurs réunions avec Doug et Shane pour que les scénarios soient modifiés et que les informations de Richie et ses amis soient obtenues de manière légale. En effet, l'histoire de la série est que Richie, un adolescent fan d'informatique, et ses amis se retrouvent embringués dans des histoires de fraude ou autres crimes, et que grâce à Ralph, son super ordinateur, et les informations qu'il collecte, il arrive à faire coincer les bandits en aidant le journaliste Farley et le lieutenant Quinn. La chaîne, ne voulant pas faire effectivement l'apologie du crime et des pirates informatiques qui sont en pleine vogue à cette époque. C'est comme ceci que dans les modifications des scénarios des épisodes, les personnages de Farley et du lieutenant Quinn ont été rajoutés pour encadrer les adolescents. De même, des intrigues spécifiques ont été écrites pour démontrer les conséquences des activités illégales. Les problèmes étant réglés, CBS prévoit de diffuser la série dans leur créneau horaire du samedi soir. Mais en août 1983, la chaîne déplace la série pour la diffuser dans une tranche horaire du mercredi soir, avec une première diffusion le 28 septembre 1983. Mais De Geer est inquiet, car en septembre la saison de baseball ne sera pas encore terminée, et cela risque de faire de l'ombre à la série. Il préconise alors une diffusion en octobre. Au milieu du mois de septembre, la décision est donc prise de retarder la diffusion de la série d'une semaine. The Whiz-Kid est donc diffusée dès le mercredi 5 octobre à 20h sur CBS et rediffusée l'après-midi. Celle-ci occupe ce planning pendant toute la fin de l'année 1983. Pour augmenter ses chances de succès, on crée un crossover avec une autre série à succès de Philippe De Geer, Simon et Simon. En effet, Richie sera le guest de l'épisode 5 de la saison 3 de Simon et Simon, Fly the Alibi Sky, alibi volant en version française. Et Jameson Parker, lui, apparaîtra dans l'épisode 3 des Petits Génies, Deadly Access, un programme de trop en version française. Les épisodes étant diffusés l'un derrière l'autre le jour suivant pour assurer la continuité entre les deux séries. Comme souvent, l'épisode pilote de la série est assez différent des autres. Le lieutenant Quinn et Farley ne sont pas encore présents, les locaux du journal La Gazette sont différents de ceux que nous reverrons plus tard dans les autres épisodes de la série, tout comme la maison des Adler, qui n'est pas encore la version définitive de celle-ci. En janvier 1984, CBS déplace la série dans un créneau horaire du samedi soir, où elle y restera jusqu'à sa fin en juin 1984. La série sera diffusée à l'international via ITV en Angleterre, TVS pour le sud de l'Angleterre et UTV pour l'Irlande. Elle y sera diffusée jusqu'en juillet 1984. La série sera également diffusée par exemple en Nouvelle-Zélande via la chaîne TVNZ en 1984. Et au Japon, la série sera diffusée également en 1984 par NHK sous le titre Meikon Daisakusen. Malheureusement, très vite les audiences chutent. Si les jeunes apprécient le show, les adultes sont plus circonspects et notamment du fait qu'une fois encore, on met en avant le côté illégal des actions de Richie et de ses amis. Et que ce sont de drôles de héros qui piratent et volent des données illégalement qu'on leur montre à l'écran. En perte d'audience, la série s'arrête donc net, sans une vraie fin, au bout de 18 épisodes. Malgré tout, celle-ci a propulsé Laborto et les autres jeunes acteurs en tant que stars des adolescents de cette époque, notamment Ted Porter. La série sera tout de même nommée pour plusieurs récompenses, par exemple pour la meilleure nouvelle série télévisée, ou encore Matthew Laborto et Todd Porter qui seront nommés comme meilleurs acteurs dans une nouvelle série télévisée, Jeffrey Jacket qui sera nommé comme meilleur jeune acteur dans une série comique, ou Melanie Gaffin qui, elle, sera nommée comme meilleure jeune actrice dans une nouvelle série télévisée. Terminant cette partie avec les vedettes qui sont passées dans la série, nous vous en montrons quelques-unes, à vous de repérer les autres.
consultants techniques travaillaient sur la série. Il y avait Richard S. Edelman, Kurt Borg, David Gunn et surtout un certain Jim Michaels, qui sera responsable des effets visuels sur la plupart des séries technologiques comme Airwolf, K2000, Tonnerre mécanique, les Superminds, les téléfilms de l'homme qui valait 3 milliards avec Mission Bionique. Il a aussi travaillé sur le film Brasil. Bref, ce n'est pas un débutant. Mais alors, qu'en est-il des réelles capacités de Ralph, le superordinateur de Ritchie ? Tout d'abord, rappelons le contexte. Nous sommes en 1983, Internet n'existe pas et n'est qu'un rêve lointain. Apple n'a pas encore sorti son Macintosh et n'est encore qu'avec son Apple IIe, pendant que les PC, eux, ne sont même pas équipés de Windows et doivent se contenter du basique de Microsoft. Néanmoins, le modem existait déjà et les ordinateurs pouvaient se connecter entre eux, via le réseau téléphonique ou des réseaux spécifiques. Ralph est donc un amalgame de différentes machines et d'effets spéciaux pour augmenter ses capacités réelles. Ainsi, dans un épisode, nous voyons qu'il utilise des disquettes 5 pouces 1/4. Dans l'épisode 11, Ritchie se plaint qu'un ordinateur qu'il doit utiliser pour remplacer Ralph, qui a été volé par des bandits, ne possède pas de disque dur de 40 mégas avec correction d'erreur. Ralph possède donc un modem également. Dans l'épisode pilote, on le voit avec un appareil photo numérique et il peut faire un affichage graphique en couleur. Il possède également une synthèse vocale dans plusieurs épisodes. De Geer dira d'ailleurs que Ralph possédait une puce Votrax pour son synthétiseur vocal et que ce n'était pas la voix d'un acteur enregistré en post-synchro que l'on entend dans la série. A noter que la société Votrax, qui commercialisait le système vocal à cette époque, fera faillite en 1984 et se spécialisera ensuite dans les répondeurs téléphoniques. On peut donc voir, parmi les machines qui apparaissent dans la série, des Apple II et IIe, un ordinateur portable Gaviland, une machine Enigma, un Commodore de la série Pete, un terminal IBM 3279 ou encore un TRS-80 modèle 100. Plusieurs sociétés en avance sur l'informatique personnelle sont créditées comme ayant participé au support technique de la série. Mais pas mal de celles-ci sont aujourd'hui disparues. Nous trouvons parmi celles qui ont contribué Apple, bien entendu, Xerox, Atari, Magnavox, Hitachi, Commodore, etc. C'est le 1er avril 1984 que la série débarque en France sous le titre « Les petits génies » sur Antenne 2. Elle sera diffusée jusqu'au mois de juin. Comme souvent à l'époque, la chaîne française n'achètera que 13 épisodes et oubliera l'épisode 10 et les 4 derniers épisodes. C'est Éric Legrand qui double Mathieu Laborto, tandis que Céline Mansara double Andrea Elson. Thierry Bourdon prête sa voix à Todd Porter, tandis que Jackie Berger double Jeffrey Jacket. Elle double également la petite sœur de Ritchie, Cheryl. Max Gale est doublé par Jacques Ebner et A. Martinez est doublé lui par Michel Bedetti. À notre connaissance, la série ne fut pas rediffusée après sa diffusion originale. WizKid, aux USA, n'a pas été édité en DVD. On voit la popularité de la série dans son pays d'origine. Et à l'heure actuelle, aucune prévision d'édition sur support physique n'est prévue. Il faut dire que, vu le gadin des ventes des supports physiques au profit du dématérialisé, il y a beaucoup plus de chances que la série réapparaisse sur une chaîne payante légale type Netflix ou Disney+, etc., plutôt qu'en DVD ou en Blu-ray. La France fait donc mieux que les USA pour une fois? Pas vraiment. Comme dit auparavant pour la diffusion en France, des épisodes ont été oubliés lors de la première diffusion. Ces fameux épisodes sont absents de l'édition DVD d'Elephant Film qui n'a pu récupérer le matériel vidéo. Dommage. De plus, la conversion du NTSC au format PAL n'est pas géniale. Et enfin, vous n'aurez que la VF pour certains épisodes sur les DVD. En l'occurrence, les épisodes 8, 9 et 11. Vous retrouvez bien entendu le crossover avec la série Simon et Simon sur l'édition DVD de celle-ci. Mais là encore, en France, seule la première saison est sortie. Il faut donc se rabattre sur l'édition américaine. Pour les goodies, mis à part quelques magazines tels que Lookin' en Angleterre par exemple qui parlaient de la série, celle-ci ne possède pas de merchandising à cause de son peu de succès. Quelques mois après le début de la diffusion de la série, une autre tentera elle aussi de faire entrer l'informatique dans les téléviseurs du grand public, Ottoman, en décembre 1983. Malheureusement, elle aussi connaîtra le même échec que les petits génies. Comme quoi, à l'époque, le public n'était pas encore prêt pour les ordinateurs. Phase S, numéro 27 est à présent terminé. Si les ordinateurs ne vous font pas peur,
Découvrez ou redécouvrez cette série sympathique qui a marqué notre enfance et qui montrait les balbutiements de l'informatique grand public. Quant à nous, nous nous retrouvons au mois de juin pour une série culte que beaucoup vont apprécier, Remington Steele. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.